Alors, moi, je voulais vous faire un petit topo sur l'ischémie silencieuse. Faut-il la dépister? Du coup, j'avais fait un quiz, mais en fait, j'ai rien compris à WooClap. Donc, on va faire un quiz à main levée. Qui parmi vous, désolé Karim, qui parmi vous, quand il a un bilan de diabète, le bilan de diabète annuel à faire, fait le ratio albuminurie sur créatininémie, qui est créatininurie. Qui le fait pour de vrai? Toi, t'es vraiment une grosse faillite, je suis sûr que tu le fais pas. Ok, un bon point. Ok, vous êtes assez peu nombreux. Qui, dans le bilan annuel du diabétique, l'envoie chez le cardiologue? Ok, vous êtes plus nombreux que pour l'albumine. On y reviendra plus tard. Alors, l'ischémie silencieuse, est-ce que ça existe? Oui. Enfin, ça, je ne sais pas trop comment ils l'ont défini, mais dans les études, ils disent que 2 à 3% de la population générale a une ischémie silencieuse. Sinon, ça, c'est une étude plus intéressante qui date des années 2000, où ils avaient passé 1116 hypertendus asymptomatiques à la scintille, et ils s'étaient rendu compte que finalement, des hypertendus avec HTA seul avaient 10% d'ischémie silencieuse, HTA plus diabète 35%, HTA plus diabète plus AOMI, protéinurie ou ECG anormal, ils étaient à 41%. Donc on est sur un truc assez fréquent. Et ça, c'est une étude plus récente qui date des 2020, avec diabète plus complications ou 3 facteurs de risque en plus, et on n'était qu'à 10% d'ischémie silencieuse. Pourquoi? Probablement parce qu'en 20 ans, les traitements ont quand même un petit peu évolué, les pratiques également. Donc oui, ça existe. Pourquoi est-ce silencieux? Alors, il est possible qu'il y ait des troubles de la microangiopathie, que ça soit des lésions des tout petits vaisseaux plutôt que des gros vaisseaux, et que ça modifie un petit peu les signaux de la douleur. Il est possible que ça soit associé à une neuropathie comme dans le diabète, que les seuils de douleur soient pas les mêmes chez les uns, chez les autres. Il est possible qu'aussi on sache pas vraiment pourquoi il y en a qui ont mal et il y en a qui ont pas mal. En tout cas, c'est plus fréquent chez les diabétiques, c'est plus fréquent chez les femmes qui ont des plus petites artères, et c'est plus fréquent après les pontages et après les greffes parce que on a enlevé un bout du cœur, on l'a remis, enfin on a tout modifié, donc on a un peu changé les nerfs. Je trouve plus le mot, mais vous voyez. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Ça majore le risque cardiovasculaire. Le fait d'avoir une ischémie silencieuse, on a un surrisque de décès cardiovasculaire par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. Et ce surrisque est corrélé à l'étendue de l'ischémie. Plus elle est étendue, plus on a un risque de mourir de trucs cardiovasculaires. Donc du coup, vous allez me dire, c'est assez fréquent, c'est grave. Donc oui, c'est important de la dépister. C'est ce que vous allez dire. Heureusement, il y a encore plein de diapos. Donc ça, c'est les recommandations. Elles sont un petit peu vieilles. C'est celle de l'HAS. C'est ce qui est recommandé en classe 1A. Et vous verrez qu'en fait, il est recommandé de faire un ECG, d'interroger le patient, de lui chercher ses petits poux au niveau des jambes, de lui inspecter les pieds, de lui faire son bilan de cholestérol, de lui faire l'albuminurie sur créatininurie que personne ne fait, on le sait grâce au quiz initial, de faire un ECG de repos, de l'envoyer chez l'ophtalmo, mais pas de l'envoyer chez le cardiologue. Et dans ces vieilles recos qui datent d'il y a 20 ans, ils nous ont pondu un arbre diagnostique comme ça, dont on va discuter, qui est très controversé, où ils disent que les patients à haut risque, on peut leur rechercher une ischémie silencieuse avec une épreuve d'effort, et que si elle est positive, il faut l'envoyer à la coronarographie. Sauf que c'est du grade 2, B, etc. Donc en France, on n'a pas eu d'autres recos depuis je ne sais pas combien de temps. L'ESC, c'est les Européens, en 2019, ils ont dit que en recommandation 1A, on faisait toujours le CG de repos, parce que finalement, c'est assez contributif, ça prend pas beaucoup de temps. On peut faire un Doppler pour finalement regarder si le patient est athéromateux. En 2B, ils proposent un score calcique, une scintille, des index de pression systolique.
Et alors, il ne parle pas du tout ni de l'épreuve d'effort, ni de l'échographie cardiaque. Pourquoi? Eh bien, l'échographie, donc vous le savez, hein, ça ne permet pas de voir les artères coronaires. C'est beaucoup trop petit. Donc on voit s'il y a une séquelle d'infarctus ou on voit un petit peu les dégâts. Et l'épreuve d'effort, pourquoi ils n'en parlent pas? Eh bien parce qu'en fait, c'est un très mauvais examen. Finalement, la valeur prédictive positive, on voit que sur les épreuves d'effort positives, on va avoir que la moitié qui vont être coronariens. Donc en fait, on est sur un examen qui marche pas très très bien. Je rappelle juste qu'à Mayotte, on n'a pas de scintille, on n'a pas d'IRM, on peut éventuellement faire des échos d'obus, mais ça mobilise un médecin et 2 infirmières pendant plus d'1 heure. Si le patient a arrêté ses bêta-bloquants, sinon ça le mobilise 1 heure, mais en plus on reconvoque le patient plus tard. Donc en fait on en fait rarement et on essaye de les faire pas pour rien. Donc ces recos de l'ESC, elles disent on peut faire une scintille, on peut faire une IRM, on peut faire un coroscan en grade 2BB, mais ils précisent que ah oui, chez les patients à haut risque, mais ils précisent que les scores de risque finalement chez le diabétique, il ne faut pas trop s'en servir, ça sert à rien. Ils disent que pour les patients asymptomatiques, on peut faire un score calcique pour l'envoyer vers une imagerie fonctionnelle, mais on ne sait pas si ça va servir à quelque chose. Et en dernier, ils disent qu'il faudrait revoir les scores de risque en fonction des différents groupes ethniques. Enfin, qu'il faudrait revoir cette évaluation. Pourquoi ils disent ça? C'est simple. En fait, tous les scores de risque, ils ont été faits chez le caucasien. Et même chez le caucasien, en fait, on voit qu'en fonction de son mode de vie, de ce qu'il mange, etc., on va avoir des différences majeures. Par exemple, là, on a l'Europe. Je pense que vous aviez reconnu. Et si on est dans un pays vert comme la France, ou si on est dans un pays rouge comme la Lettonie, eh bien, en fait, on va avoir des scores de risque qui vont être complètement différents. Cette pauvre femme en bas à gauche, 75 ans, fumeuse, qui n'a pas d'autres facteurs de risque. En France, elle a un score de mortalité à 10 ans de 14%, mais si elle est lettonne, elle est à 44%. Donc en fait, on va avoir des scores complètement différents en fonction du mode de vie. Et ça, c'est chez les Européens. En fait, par exemple, en France, on a autant d'AVC que d'infarctus. À Mayotte, on sait qu'on a à peu près 350 AVC par an pour une soixantaine de SCA. Donc on ne va pas du tout être sur les mêmes ratios. Parce que les noirs et les blancs, ils vont pas faire les mêmes complications. Aux Antilles, on sait aussi qu'on a beaucoup plus d'insuffisance rénale et d'AVC que d'infarctus. Aux États-Unis, après ajustement des cofacteurs, ils se sont rendus compte que les noirs par rapport aux blancs faisaient 3 fois plus d'AVC, 2 fois plus d'HVG et 4 fois plus d'insuffisance rénale. Donc du coup, quand on dit il faut faire un dépistage chez les patients à haut risque, en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils nous demandent parce que c'est qui les patients à haut risque à Mayotte? En fait, il n'y a pas de score de risque mahorais ou il n'y a pas de score de risque africain. Et pourquoi dans les recos ils disent vous pouvez le faire, mais franchement on n'est pas trop sûr que ça serve à quelque chose? Et ben c'est parce que évidemment il y en a qui ont regardé. Donc au cours des 20 dernières années, il y a eu plein d'études où ils ont pris des diabétiques, des grosses études, parfois 1000 patients. Ils ont fait 2 groupes. On leur fait soit une scintille, soit une épreuve d'effort, enfin un vrai examen de dépistage, et puis on les envoie en choro quand c'est positif, ou on fait rien. Enfin, on les traite. C'est pas rien. On s'est rendu compte de quoi? Dans le groupe où on les dépistait, il y avait entre 20 et 5% d'ischémie silencieuse. Que quand on les passait en choro, au final, il y en avait un quart qui bénéficiait d'une angioplastie, mais en fait, les autres, ils n'avaient pas besoin parce que c'est des troubles de la microcirculation. Et que quand on regarde le total, la mortalité, les événements cardiovasculaires, etc., en fait, ça change rien de les dépister ou de pas les dépister. Ça, c'est au cas où vous n'aviez pas cru le tableau, je vous ai mis les courbes. Ça sert à rien. Mais si jamais vous n'êtes pas convaincu, pourquoi ça sert à rien? Bon, déjà, il faut bien se dire qu'une ischémie silencieuse, ça ne veut pas dire qu'il y a une sténose coronaire. D'accord? La plupart du temps, c'est des troubles de la microcirculation, c'est un petit peu diffus. Le mec, il arrive là en choro, et ben en fait, les artères coronaires, elles sont angiographiquement normales.
Donc il va rien faire. Ensuite, il faut arrêter de croire que mettre un stent, ça sauve des vies. En fait, ça fait quand même longtemps qu'on fait des études et que finalement le stent n'a pas vraiment prouvé son efficacité par rapport au traitement médical. Là, c'est l'étude Courage, c'était la première en 2004 où ils avaient inclus 2200 patients. Merde. Oups. Des vrais patients hein, avec des symptômes, des vraies sténoses à 80%. Ils les ont inclus dans deux groupes. On leur met un stent, on leur met un traitement optimal. Donc vous avez le tableau d'un côté qui montre qu'il n'y a pas de surmortalité, il n'y a pas de surinfarctus, etc. Et de l'autre, les courbes. Comme ça, vous voyez ce que vous préférez. Mais enfin bref, les stents sur les sténoses n'ont pas montré leur efficacité par rapport au traitement médical optimal. Ensuite, stent diabétique, c'est pas forcément le truc le plus facile à faire. Les lésions sont plus diffuses, il y a souvent des rethromboses, il y a plus de resténose, ils ont une résistance au Plavix qui est accrue. Donc en fait, aller mettre un stent diabétique, c'est pas forcément l'idée du siècle. Ici à Mayotte, vous le savez, il y a des petits problèmes de compliance. Donc aller mettre un stent à quelqu'un à qui on n'a rien expliqué, qui n'a rien compris et qui va pas prendre son traitement, probablement qu'on a fait une bêtise. Sur les études du tableau précédent, là, en fait, on se rend compte que si on refait des scintilles 3 ans après les avoir traités de façon optimale, ben finalement, il y a 80% de ces ischémies silencieuses qui ont régressé sous traitement. Donc ça, c'est juste pour dire que le traitement marche. Et enfin, ça c'est ma diapo préférée, je vous conseille de regarder, c'est le mythe de l'éradication du ST+. C'est tous ces gens qui pensent qu'en envoyant chez le cardiologue un patient, il peut plus mourir d'infarctus. C'est faux. En fait, un infarctus, c'est un coup de tonnerre dans un sel serein. C'est une mini plaque qui d'un coup se fissure, ça s'ouvre, la plaque se retrouve dans le sang, les plaquettes se fixent dessus avec les petits globules rouges, ça fait paf, un gros bouchon où ça envoie des emboles, où ça bouge tout. Enfin bref, le cardiologue, s'il avait vu le patient 2 jours avant son infarctus, s'il lui avait fait une choro, il n'aurait rien vu du tout. En fait, l'infarctus, il arrive au moment de l'infarctus. Donc, en fait, aller dépister cette ischémie silencieuse, c'est faussement rassurer des gens qui vont se dire « j'ai rien, je peux continuer à fumer ». Ben non. Ça, je vous le mets parce que c'est un petit peu plus malin. C'est pas des recommandations, mais c'est un consensus d'experts de la Société française de diabète qui date de 2021, où ils ont prévu un groupe à très haut risque. Mais encore une fois, je précise juste qu'on est à Mayotte et que ce groupe à très haut risque, en fait, on l'a pas évalué. Dedans, vous verrez qu'ils ont mis les patients déjà coronariens, les patients avec de l'athérome au niveau des jambes. En fait, ça, c'est des patients qu'on a rarement hein, de la OMI. Enfin, les gens ont rarement des plaques d'athérome à Mayotte, avec une hypercholestérolémie familiale ou des anomalies ECG échographiques. Eux, ils disent d'aller les dépister, mais on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose. Et tous les autres, ils proposent de faire un score calcique. Et donc, c'est l'occasion comme ça de parler du score calcique. Là encore, ils disent on le fait, mais on n'est pas trop sûr que ça serve à quelque chose. À mon avis, ça sert quand même à un truc, ça sert à voir les patients qui sont à haut risque, et ces patients à haut risque, de les traiter mieux. De mettre vraiment le paquet sur les facteurs de risque. Et donc le score calcique, c'est aussi irradiant qu'une radio, ça va très vite, on n'injecte pas de diode, en fait on le passe dans le scan, on compte les petites calcifications, c'est assez rigolo, on fait des ronds comme ça. Et si le score est inférieur à 1%, enfin si le score est inférieur à 400, on a moins de 1% de mortalité. En fait à Mayotte on en a fait plein, on n'a jamais dépassé les 50. Ils sont quand même très très peu athéromateux. C'est à l'heure actuelle le meilleur score prédictif de mortalité, toute cause du diabétique, mais surtout, c'est un score de risque cardiaque, d'accord? Pas cardiovasculaire. Ça te dit pas, tu peux pas faire d'AVC, ça va juste te dire, tu vas pas faire d'infarctus. Et du coup, ça sert à rien d'aller lui faire une scintille à celui-là. Et ça, c'est important parce qu'en fait, dans les scores de risque cardiovasculaire, on a tout mis dans le même paquet, alors qu'en fait, les gens, ils vont pas faire tous les mêmes complications. Et nous, ici, ils vont principalement faire des complications rénales
et des AVC. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, je suis assez contre la synthèse systématique du diabétique. Je trouve que c'est cher, que c'est une perte de temps, que c'est anxiogène, le temps que le patient attende son examen, que c'est faussement rassurant si son examen est normal. En plus, c'est impossible à Mayotte, on n'a pas de synthèse, on n'a pas d'IRM de stress. Suivre les recommandations, c'est déjà pas facile. Donc vous l'aurez compris, l'albuminurie, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on va dépister précocement des gens qui sont à risque de faire une insuffisance rénale et on va pouvoir les protéger soit avec des IEC, soit avec des inhibiteurs de la SGLT2. On fait pas de pub, on n'est pas payé ici. Et voilà. Et le score 4-SIC, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Moi, je pense que c'est pas mal. Ça permet de voir les patients à haut risque et de mieux les prendre en charge. Alors bah ça c'est sûr. La priorité, c'est de faire la microalbuminurie pour traiter l'insuffisance rénale avant qu'elle arrive. C'est de dépister le cholestérol et de mettre un vrai traitement et de dépister les symptômes, de vérifier les pouls, comme ça les AOMI, on les dépiste et eux, ils vont être à part parce qu'ils font de l'athérome et eux, on va les dépister. Ah bah complètement.